Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psychologie de comptoir numéro 8. Et si on parlait d'évolution de personnages aujourd'hui ? Oh allez, juste un petit peu. Promis, on ne va pas parler de l'évolution du personnage principal. Ou qu'un petit peu. Enfin bref, cette fois-ci nous allons parler du développement d'un autre personnage mais à travers la vue du personnage principal. Oui, c'est donc un personnage qui n'évolue pas à proprement parler, mais qui évolue aux yeux d'un autre. Au cinéma ou dans les séries, chaque personnage évolue indépendamment dans le contexte de l'histoire. Bien que les personnages se croisent et changent par rapport à leurs rencontres et leur caractère et qu'ils se développent autour du personnage principal, ils avancent dans l'histoire indépendamment des uns des autres. Bien sûr, un personnage peut évoluer à cause d'un autre parce qu'il a envie de changer pour lui. Mais le personnage va changer seul et ces changements vont changer la vision qu'a l'autre personnage parce que le personnage a changé. Oui, avec des exemples, c'est toujours mieux. Il existe 3 types de changements qui impactent le personnage. Un autre personnage, l'environnement ou les informations qui enrichissent la connaissance du personnage principal. Commençons par le plus simple, le personnage influencé par un autre personnage. Et nous allons le faire à travers une série toute récente, donc Bodyssey au timecode si vous ne l'avez pas encore vue et que vous voulez la voir. Miracle Workers Dark Ages, deuxième saison de la série Miracle Workers, créée par Simon Rich et sortie en 2019, met en scène Daniel Radcliffe, Geraldine Viswanathan, Karan Soni et Steve Buscemi dans un univers médiéval décalé avec un anachronisme calculé pour créer une analyse de la société actuelle. Prince Chosley, le roi du royaume de Lower Mirkford, est un enfant pourri gâté qui n'ose pas se rebeller contre son père. Durant toute la saison, il va croiser le chemin d'Alexandra, pelleteuse de merde et paysanne de la ville. Cette dernière va lui faire réaliser des choses sur le comportement de la société et ce qu'il veut être, ce qu'il veut devenir au sein de ce royaume. Alors la vision d'Alexandra évolue à son égard non pas parce qu'elle veut voir le prince différemment, mais parce qu'il change en tant que personne. Résumons donc pour ceux qui ont bondi au timecode, le personnage principal évolue, influencé par un autre personnage pour différentes raisons, et son image va changer aux yeux de ce personnage, non pas parce que ce dernier veut le voir différemment, mais parce que le personnage principal a changé. C'est ok ? Cool. Nous passons donc à l'évolution grâce à l'environnement. Quand l'environnement du personnage change, s'améliore ou se détériore, elle lui permet de se développer dans un nouveau spectre. Cependant, cette évolution n'est que temporaire et n'a pas pour but de devenir un état définitif du personnage. C'est une phase par laquelle il passe avant de redevenir meilleur ou de régresser vers le point de départ. Prenons l'exemple des choristes, film de Christophe Baratier sorti en 2004. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce chef-d'œuvre du cinéma français, nous racontons l'histoire de Clément Mathieu, surveillant à l'internat du fond de l'étang, qui crée au sein de ce dernier une chorale afin de créer une cohésion de groupe et un peu de bonheur dans la vie de ses enfants placés en foyer. Cette chorale va nourrir une certaine empathie des autres surveillants, mais aussi de Rachin qui va se laisser porter au jeu de cette ambiance positive dans des lieux précaires. Mais cela ne dure pas et alors que Mondain s'enfuit avec sur les mains 200 000 francs volés au directeur, ce dernier redevient très strict en interdisant les balades pour les enfants jusqu'à la fin de l'année, mais aussi les répétitions de la chorale. Et quand bien même il ne sera pas le véritable coupable, l'incendie que Mondain va provoquer dans les locaux de l'internat causera le renvoi définitif de Mathieu et donc par conséquent la fin de la chorale. Contrairement aux enfants et aux autres employés dont le comportement change grâce à Clément Mathieu, Rachin ne gagne que le positif de la situation présente, reliée à une réalité bien plus froide et cruelle qu'on ne peut pas lui détacher. C'est pour cela qu'il revient toujours au point de départ, peu importe les améliorations que peut apporter la méthode de Mathieu auprès des enfants. Mais nous allons parler de la troisième possibilité. Un personnage peut évoluer aussi aux yeux du personnage principal car ce dernier obtient des informations qu'il n'avait pas sur son interlocuteur. Par exemple dans Oh I Met Your Mother. Ok, While You Were Sleeping alors. Community. Mais... Bon, Home Alone, un film créé par John Hughes et réalisé par Chris Columbus, sorti en 1990. Comme beaucoup de films dans son cas, on a un personnage méchant qui effraie le personnage principal ou dont le personnage principal se méfie. On pourrait appeler ce type de personnage le Severus Rogue. C'est un personnage visiblement froid, méchant, distant, qui gronde souvent les enfants et que les enfants détestent assez souvent. Mais en apprenant des informations sur le personnage, la vision de l'enfant évolue à l'égard de ce personnage qui s'avère être un allié et surtout un personnage qui veille sur eux en toutes circonstances. Cependant, ce n'est pas une évolution réelle car en soi le personnage n'a jamais changé. C'est en gagnant des informations supplémentaires que Rogue devient plus appréciable, mais il a toujours été ce qu'il est dans les derniers films. En fait, nous n'allons pas tellement parler de la troisième possibilité en elle-même, mais d'une petite dérive qui est assez commune au cinéma, l'ami imaginaire. À vrai dire, ami imaginaire n'est pas un terme correct car on retrouve aussi ce personnage dans des films destinés aux adultes. Non, pas comme ça. Et parfois, il n'a pas pour but d'être un ami. Appelons cela plutôt un guide imaginaire. Après tout, un guide n'est pas obligé de vous guider vers le droit chemin, pas vrai ?
Alors déjà, sachez que j'en ai chié, littéralement. Enfin non, pas littéralement. Car l'ami ou le guide imaginaire tel que je le décrirai aujourd'hui rentre dans plusieurs petites boîtes de catégories. Vous savez, comme les groupes emboîtés que l'on faisait en SVT. Déjà, il faut déterminer qu'un monde où un personnage imaginaire ne fait pas de lui un personnage inexistant. Il doit être imaginaire dans le monde imaginaire où vous l'inventez. Vous saisissez ? Bon, dans le doute, on va faire une petite parenthèse. Non. Premièrement, le guide est totalement imaginaire au sein du récit et donc invisible de toute autre personne ou presque. En conséquence, un guide, même magique et donc imaginaire car n'existant pas dans le monde réel, ne correspond pas s'il est visible de toute autre personne qu'il ne guide pas. Au revoir, good omens. Ensuite, l'ami imaginaire n'a pas de monde propre. La personne qui le crée peut lui imaginer un monde d'où il est originaire, mais cette personne ne peut pas avoir accès à ce dit monde, ce qui supposerait une existence de l'ami imaginaire ailleurs que sur Terre. Au revoir Peter Pan, au revoir Jean-Christophe et Winnie. Aussi, l'ami imaginaire ne peut pas être la même personne que le personnage central. Comprenez là qu'il ne s'agit pas d'une personnalité multiple qui représente une autre facette du personnage central. Bien que généralement le cerveau crée lui-même les illusions et qu'elles peuvent avoir une apparence d'une personne existante dans l'entourage ou non du personnage, il ne s'agit pas d'une autre facette de lui-même avec laquelle il peut interagir. En fait, tous les persos qui sont réels dans certaines conditions n'entreront pas dans la catégorie du jour. Voici la définition de l'ami imaginaire telle que nous le définirons aujourd'hui. L'ami ou le guide imaginaire est un personnage créé consciemment ou non par le personnage central de l'intrigue. Bon ou mauvais, il aura pour but de guider le personnage en interagissant d'une manière ou d'une autre avec lui, tout en restant invisible aux yeux des autres personnages, sauf certaines exceptions qui s'adaptent en fonction de l'œuvre et se limitent à une ou deux personnes de l'entourage. Il a pour but d'apporter une aide qui semble extérieure lorsque le personnage central n'arrive pas à prendre de décision ou ne peut pas agir de lui-même. Il n'est jamais le personnage central de l'aventure mais peut faire partie des personnages principaux. Et surtout, l'ami imaginaire n'a pas pour but de rester. Il est voué à disparaître d'une manière ou d'une autre, soit parce que le personnage central a atteint son but dans lequel le guide le guidait, soit parce que le personnage central décide de se débarrasser de lui car il n'en a plus besoin. Il est un assistant, un ami dans la solitude du personnage central qui, une fois sa place trouvée, n'a plus besoin de lui. Ok, maintenant que la définition est posée, nous allons décortiquer tout ça avec notre exemple du jour, Jojo Rabbit de Taika Waititi. Quoi ? Le strike ? Qu'est-ce ? Non, plus sérieusement, j'ai quand même un peu hésité à parler de ce film vu que l'algorithme YouTube est assez capricieux, mais bon, vu que je ne suis pas monétisée, alors à part ma chaîne, qu'est-ce que j'ai à perdre ? No. Wouldn't be funny at all. Bref, Jojo Rabbit, réalisé en 2019 par Taika Waititi, raconte l'histoire de Jojo, un enfant qui rêve de devenir un soldat nazi un jour, mais qui est bien trop heureux et se sent trop faible. Il s'imagine donc devenir ami avec son héros Adolf Hitler lui-même. Participant à un camp de jeunesse hitlérienne, il est blessé par un accident de grenade l'empêchant d'accomplir son rêve. Si vous n'avez pas vu le film et que vous souhaitez le voir, je vous invite à vous arrêter là et à bondir à la fin de la vidéo car je vais spoiler ce film de A à Z. C'est un film génial qui balance entre l'insouciance de l'enfance, l'humour décadent du réalisateur, mais aussi la réalité dramatique de vivre en Allemagne du point de vue de l'enfant à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y jeter un œil et surtout, comme toujours, à vous faire votre propre opinion sur cette œuvre qui a bien entendu attiré l'œil et les critiques mitigées de par le sujet choisi et la manière de l'interpréter. Commençons l'analyse du personnage. Nous le rencontrons dès les premières minutes du film alors que Jojo se parle à lui-même dans le miroir. Petit, frêle, il est un gosse normal, rien n'est normal au cinéma, avec des craintes et la peur d'échouer. Défaitiste, Hitler est là pour l'encourager et lui dire qu'il est prêt à accomplir son rêve. Une fois au camp, Jojo se fait moquer par les autres camarades car il refuse de tuer un lapin. Adolphe le rejoint de nouveau pour l'encourager en lui disant que si lui pouvait réussir malgré ce qu'on pensait de lui, il le peut aussi. Pour prouver sa valeur, il prend un bâton d'explosif qu'il emmène avec lui et se rate en le lançant. Il est alors hospitalisé et ne pourra donc plus vivre son rêve. C'est alors que l'histoire commence. Que va faire le petit adorateur d'Hitler ? Maintenant que ce rêve est mort, il doit tout de même soutenir Adolf Hitler à sa manière. Que va-t-il lui arriver ? C'est simple, il va tomber sur une jeune fille juive dans son grenier. On comprend dans cette scène que Rosie, la mère de Jojo, est une résistante et la chose s'avère réelle lorsqu'il découvre l'existence d'Elsa dans son grenier. Et c'est là que les premiers changements opèrent. Alors que Jojo se voit contraint de garder le secret, ne pouvant dénoncer la présence d'Elsa à la Gestapo sans risquer de mettre en danger sa mère, il commence à écrire un livre sur la véritable nature des Juifs, toujours dans l'optique de contribuer à l'idéologie du Führer, et fait donc connaissance avec la jeune femme. Hitler lui donne des conseils afin de résister à la menace juive dans son grenier. Cependant, Jojo fait face à des informations qui donnent
donne un coup dur à son amitié avec ce dernier. La jeune femme dans son grenier ne lui paraît pas dangereuse, ni même différente. Nous observons alors deux évolutions. D'un côté, on retrouve Elsa, qui au début est une menace armée qui fait la misère au pauvre Jojo, et de l'autre, Hitler, lui-même effrayé par sa présence et qui tente d'aider Jojo à s'en débarrasser. Mais à force que Jojo fasse l'effort de faire la connaissance avec la jeune femme, cette dernière s'adoucit, se livre même à l'enfant, alors qu'Hitler, lui, devient plus autoritaire, plus méchant face à l'inactivité du petit garçon. À force d'apprendre des informations et de grandir, son ami imaginaire deviendra plus arrogant, plus méchant, plus dur. Et cela pour une raison bien simple, parce que Jojo ne va pas dans son sens. Le principe du guide est de mener le personnage à se réaliser, mais c'est pas dit qu'il doit l'amener à se réaliser dans le positif. Par exemple, dans Le bruit des glaçons de Bertrand Blier, Charles, un auteur alcoolique, est suivi de son cancer. Ce dernier n'a qu'un seul but, bien sûr, le guider vers la mort. Ce personnage va donc changer, n'attirant pas la méfiance du personnage central sur lui avant de devenir plus agressif. Même si Charles ne s'en méfiait pas et faisait ami-ami avec la tumeur dans son cerveau, cette dernière ne change pas de ce qu'elle est. Il reste un cancer avec pour but de survivre en tuant son hôte. C'est pareil avec Jojo Rabbit. Adolf Hitler reste une figure qui avait pour but d'exterminer les juifs et né dans l'esprit de Jojo de par sa volonté d'être la fierté de son dirigeant. La volonté de l'enfant est basée sur les connaissances politiques qu'il a sur le gouvernement qu'il vénère et les juifs qu'il méprise. Mais si le jeune homme apprend de lui-même des informations qui vont à son encontre, cela ne change pas la vision qui motivait son ami imaginaire puisque ce dernier est créé autour de la politique qu'il vénérait auparavant. D'ailleurs, pourquoi malgré la volonté de l'enfant de protéger une jeune juive, Hitler est-il toujours présent ? C'est simple, parce que l'enfant y croit toujours. L'ami imaginaire n'a que deux raisons de disparaître. La première est si le personnage a atteint son but et n'a donc plus besoin de lui. Comme dans Ratatouille, quand Rémi a besoin d'un dernier encouragement de la part de Gusto pour se redonner du courage et sauver, plus ou moins, le restaurant de la critique acerbe d'Anton Ego. Par la suite, une fois son rêve accompli, Gusto ne revient pas. Il faut voir ce type d'ami imaginaire comme n'importe quel autre guide. Une fois que le personnage central n'a plus besoin de lui, qu'il a réussi enfin à trouver sa voie, bien souvent dans la peur de ne pas réussir à devenir ce qu'on le presse à devenir, le guide s'en va et ne revient jamais dans la vie du personnage. C'est le cas de Peter Pan, d'Aziraphale et Crowley, de Frank, etc. La deuxième raison est si le personnage central décide de se débarrasser de son ami qui devient inutile. Soit l'enfant ou l'adulte ne s'entend plus avec son guide imaginaire et décide de le renvoyer, soit la personne grandit et avec elle les choses changent et sa vision du monde aussi. Là, je pense à vice versa ou dans un thème plus adulte, au bruit des glaçons. Ici, on a un enfant, Jojo, qui grandit et commence à comprendre que la vision de l'homme qu'il a en estime depuis qu'il est né, ceci étant nourri par un profond patriotisme qu'il pense tenir d'un père absent mais qu'il imagine héros de guerre et par conséquent un homme amoureux de sa patrie, n'est peut-être pas aussi parfaite qu'il le pensait. Mais on a aussi son ami imaginaire Hitler qui subsiste car dans le fond, il est toujours aussi ignorant que Jojo. Il fuit une grenade comme le gosse l'aurait fait, il danse, se déguise et surtout il ne sait pas ce que la mère du jeune homme brûle dans la cheminée alors qu'en 1944-45, Hitler, le vrai cette fois, sait très bien ce que sont ces petits papiers que les résistants brûlent dans la cheminée. C'est avec les informations plus concrètes et politiques que le personnage va commencer à changer, prenant un aspect plus réaliste. Jojo ne veut pas assumer que tout ce qu'il a cru pendant des années est faux et que dans un sens ce qu'il entend à son sujet relève de l'erreur. Mais la présence de son ami se fera plus rare, plus amère pour l'enfant qui changera totalement de vision lorsqu'il perdra sa mère, exécutée pour son travail de résistante, mais aussi lorsque le véritable Hitler, conformément à l'histoire, décidera de se suicider. C'est alors que l'enfant décide enfin de le sortir de sa vie, ne voyant en lui que la haine et la déception. Je vais faire une petite conclusion sur ce film avant de faire une conclusion générale. Nous allons parler de l'histoire du personnage indépendamment des intentions du réalisateur et ce qui serait arrivé avec des si. Par exemple, si Jojo n'avait pas fait exploser la grenade à ses pieds, il serait certainement allé à la guerre pour combattre au nom du Führer, mais aussi au nom de son ami, et peut-être qu'il n'aurait jamais vu cette image d'un Hitler abandonnant son peuple et tuant des millions de personnes sans réelle justification. Si la mère de Jojo n'était pas une résistante et qu'elle avait prôné les idées d'Hitler jusqu'à la fin de la guerre, peut-être que Jojo n'aurait vu en son suicide un martyr et non pas un homme qui fuit la justice lorsqu'il perd la guerre. Si Jojo n'avait pas rencontré Elsa ou s'il avait décidé de la dénoncer au lieu de ne rien dire, il n'aurait pas appris à connaître les juifs autrement que par la vision des nazis et Hitler serait toujours son ami, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les choix d'évolution du personnage central impactent l'évolution et l'identité de son guide imaginaire. En grandissant et en gagnant des informations, l'image d'Hitler va changer et pas uniquement d'un point de vue des faits objectifs. La relation qu'il entretient et tisse avec Elsa a un gros impact sur sa vision du monde et des choses. Tout tourne autour de la
subjectivité et du ressenti. Ne pas se sentir menacé ou mal à l'aise en présence d'une personne en fait partie. Au final, les rôles s'inversent, Elsa passant d'une menace à un être humain sensible qui touche le personnage et inversement pour Hitler. Selon moi, et encore une fois je vous rappelle qu'il s'agit que de mon avis, ce film est un excellent moyen de comprendre comment fonctionne l'évolution des personnages en fonction de son environnement, des informations qu'il apprend et comment il les assimile, etc. etc. Pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un développement assez simple qui s'adapte facilement au tableau de psychologie. La construction du personnage d'Hitler infantilisé à travers les yeux d'un enfant admiratif pour être un ami imaginaire est un choix judicieux car l'évolution sera beaucoup plus marquée et distinctive et les causes de cette dernière seront très facilement identifiables. Voici la conclusion générale que je vais faire sur ce type de personnage imaginaire mais aussi sur la similarité avec les autres œuvres incluant un monde imaginaire. Un ami imaginaire a pour but de faire prendre conscience au personnage d'une réalité qui lui échappe, intentionnellement ou non. Sa capacité à soutenir psychologiquement le personnage central ou non dépend, elle, de l'angle de propos. Quand bien même ils ont tous la même destinée, ils sont voués à disparaître en n'existant plus aux yeux de ceux qui l'ont créé. Jean-Christophe et Winnie, un film réalisé en 2018 par Mark Foster, montre bien que si on tend à oublier ou ignorer un monde, il va changer, se dégrader tant que l'on n'y croit pas. C'est le cas dans d'autres œuvres comme l'interprétation autour des faits dans Peter Pan 2, Retour au pays imaginaire, ou la version de 2003 avec Jason Isaacs en Capitaine Crochet, mais aussi dans Alice au pays des merveilles, la version du film ou celle du jeu vidéo. Et pour beaucoup de guides imaginaires qui n'existent que par la croyance d'autrui, il s'agit de ça, ne plus y croire c'est disparaître. Pour ce qui est des films dont l'interprétation est plus ambiguë comme Le bruit des glaçons ou Denis Darko, la disparition des guides imaginaires ne traduit pas une fin de croyance des personnages centraux mais selon moi une manière de réaliser ce que l'on veut, protéger ses proches ou se protéger soi-même de la réalité. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, il ne s'agit que de mon avis subjectif interprété à travers une forme plus théorique du scénario. Cela ne représente pas l'unique analyse possible de ces œuvres. Il existe une multitude d'interprétations et de constructions qui font l'unicité du cinéma et des séries, et je suis toujours ravie de discuter de votre vision des choses dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et partager cet épisode s'il vous a plu, et j'espère que nous nous retrouverons bientôt pour un prochain épisode. Faites attention à vous et prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, bye bye!